Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette table ronde, ça va, vous m'entendez bien comme ça, autour de la question de la pollution des sols, assez estivale ou plutôt ces automnales de la permaculture. Pourquoi on a voulu avoir ici un débat sur sols pollués et des pollutions? C'est parce que depuis l'entrée dans l'ère industrielle ou dans l'Anthropocène, on a eu 2 siècles où ces territoires de petites couronnes parisiennes, Montreuil, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres territoires, ont accueilli des activités industrielles, plus ou moins légales, plus ou moins connues, plus ou moins régulées en fonction des époques. Mais cette zone a servi aussi d'exutoire, de dépotoir pour Paris, et ces boues qui ont servi à fertiliser des activités maraîchères dans cette petite couronne, en apportant leur lot de métaux lourds, de plomb, de zinc qui sont encore aujourd'hui dans les sols. Les activités agricoles de jadis n'ont pas toujours lésiné non plus sur les pesticides ou d'autres poudres de perlimpinpin qui elles aussi ont apporté leur lot de substances dans les sols, sans parler des dépôts atmosphériques, d'échappements, les autres infiltrations qui sont propres au milieu urbain. Et donc on se trouve dans un contexte où on peut s'attendre à tomber sur quelque chose à peu près n'importe où, on creuse un trou. Or, on se retrouve... oui, parler un petit peu plus fort ou peut-être simplement tenir le micro plutôt comme ça, ça marche. Or on se retrouve à un moment où il y a un vif gain ou regain d'intérêt pour diverses formes de socialisation du sol urbain. On veut faire quelque chose avec ce sol urbain, de l'agriculture, des parcs, des espaces verts, toute une série de choses qui tendent à nous mettre plus en contact avec ces pollutions. Et donc on se retrouve face à tout un tas de questions sur comment on doit se réapproprier ce sol, comment on peut faire de l'agriculture et d'autres projets alors qu'il y a ce passif. Est-ce qu'on doit dépolluer? Comment est-ce qu'on doit le faire? Il y a eu aussi sur ce territoire, juste à côté, plusieurs chantiers de dépollution qui ont posé beaucoup de questions, qui ont parfois été un peu catastrophiques, et qui donc vraiment posent la question de ce que peut être une dépollution citoyenne ou une dépollution qui ne soit pas laissée uniquement aux mains des experts. Donc on est 4 ici, enfin 3 invités plus ou moins qui va animer ce débat. Donc moi je suis Germain Meuleman, je suis chercheur au CNRS en anthropologie. Je suis dans un centre de recherche en histoire des sciences au campus Condorcet à Aubervilliers. On a des problèmes un peu similaires à ce qu'il y a ici à Montreuil, même si c'est pas tout à fait la même zone et pas tout à fait le même historique. Je vais peut-être vous présenter dans l'ordre. Donc à ma gauche, Pascal Taillat, qui est chef de projet prévention des pollutions à la mairie de Montreuil. Ici à ma droite, Thomas Lerche, qui est maître de conférence en écologie microbienne des sols à l'UPEC, Université Paris-Est Créteil, qui travaille sur les sols urbains. Et puis Elsa de Reste Ensemble, donc Reste Ensemble, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui est une association d'habitants concernés par les projets de réhabilitation de l'ancienne usine EIF de Montreuil. Donc là, on a à peu près 1 heure pour échanger. Ce que je vous propose, c'est de commencer par poser quelques questions à Pascal, à Elsa et à Thomas pour qu'ils puissent un petit peu présenter les façons dont eux se sont saisis de ces problématiques dans leur métier respectif. Et puis assez rapidement, on essaiera d'ouvrir aussi à vos questions et d'échanger avec vous. Voilà. Je vais peut-être commencer par toi, Pascal. Étant donné l'histoire industrielle et agricole du territoire, est-ce que tu es d'accord avec l'affirmation qu'on peut considérer que toute parcelle ici est potentiellement polluée? Et comment est-ce que, à la mairie de Montreuil, vous faites pour repérer, connaître ces pollutions? De quelle base de données, de quels outils est-ce que vous disposez? Et puis, comment vous faites une fois que vous avez repéré quelque chose? Bonjour à tous. Alors, déjà, sur l'origine de la politique publique que la ville de Montreuil désormais suit depuis 3 ans. L'origine vient d'une demande de la Fédération des murs à pêche qui souhaitait un petit peu avant 2008, je ne pourrais pas dire l'année d'origine, connaître qualifier les sols sur lesquels ils pratiquaient leurs activités horticoles, de sensibilisation aussi. Et donc ils ont demandé à la DRIAF de mener une campagne de mesure des sols et aussi des végétaux
sur l'ensemble du site des murs à pêche. Ça, c'était en 2008. Et la campagne a eu 2 années de suivi, 2009 et 2010. Alors, les résultats sont comment dire, sont sans surprise. Les sols sont d'une manière générale dans les murs à pêche contaminés à des degrés, on va dire, divers selon les lieux où on a effectué les prélèvements. Mais donc d'une manière générale, c'est pollué partout. Donc plusieurs choses ont été faites à la suite de ces analyses par la ville de Montreuil. 2 choses essentielles. Prendre un arrêté interdisant l'usage de l'eau des puits pour arroser les cultures, parce que les eaux souterraines étaient elles aussi contaminées. Et deuxièmement, recommander de ne pas consommer certains types de végétaux partant des résultats qui sont des résultats, on va dire, statistiques, qui classent, entre guillemets, qui classent les familles de végétaux en fonction de leur capacité à accumuler les polluants dans les sols. Donc la ville a pris un arrêté recommandant de ne pas cultiver ni des légumes-feuilles, ni des aromates, et de se concentrer davantage sur les légumes-fruits, voire sur les arbres fruitiers ou petits fruitiers. Ça, c'est le contexte. Je vais essayer d'être plus rapide parce que je crois que je prends du temps, et quand on me demande de parler de mon sujet, je ne sais pas m'arrêter. Il y a une forte demande habitante, associative, pour pratiquer le sol, faire des jardins partagés, des jardins familiaux, de la sensibilisation à la biodiversité. Et donc, avec ces résultats dont il faut de toute façon, quand on est une collectivité territoriale, prendre en compte d'un point de vue sanitaire, la ville a souhaité, avant d'étendre les parcelles confiées aux associations, aux habitants, la ville a souhaité donc mieux connaître les sols. Et donc, et donc, on s'est doté à la ville de Montreuil d'une structure, enfin d'une méthodologie plutôt, pour investiguer les sols. On travaille avec Securagri, qui est une émanation d'AgroParisTech, qui nous accompagne sur l'analyse des diagnostics de sol, l'analyse des modèles de risque, de l'évaluation des risques liés à l'usage des sols, et qui nous aide à définir des mesures de gestion, d'adaptation à nos sols pollués. Par ailleurs, on a sélectionné un bureau d'études, Sites et Sols Pollués, qui réalise à la fois les diagnostics des sols et qui réalise aussi les évaluations de risque. Et donc, dans le cadre de cette stratégie, qui est vraiment une méthodologie adaptée à l'agriculture urbaine, petit à petit, on a, en fonction des priorités des demandes et des priorités de la ville, défini une marche en avant de parcelles à investiguer au cours du temps. Alors, à la question, comment faites-vous pour savoir si vos sols sont pollués? On ne le sait pas, a priori. Ce que l'on sait s'inscrit ou se repose sur l'analyse initiale de l'ADRIAF, qui a effectué en 2008 des analyses de sol ponctuelles, mais réparties sur une zone de 34 hectares quand même, c'est assez immense. Voilà, on a une idée d'une contamination un peu générale des sols, du type
polluants que l'on peut y trouver. Et après, on affine avec notre méthodologie et l'accompagnement d'AgroParisTech et de notre bureau d'études. Voilà. Alors, je me tourne vers toi, Elsa. Tu viens ici représenter Reste Ensemble, donc association d'habitants du quartier ici qui se préoccupe du devenir et des méthodes de réhabilitation de l'ancienne usine EIF, qui était une pocerie, puis une usine textile, c'est ça, dans laquelle on trouve pas mal d'hydrocarbures dans le sol. La mairie a voulu en faire un lieu culturel, mais on se trouvait dans un contexte où il y avait plusieurs chantiers de dépollution problématiques dans le département ou à Montreuil. Et donc, avec Reste Ensemble, vous demandez une dépollution citoyenne. Est-ce que tu veux bien un peu nous expliquer ce que c'est et comment vous êtes arrivé à ça? Alors, bonjour tout le monde. Donc, pour vous situer un petit peu notre lutte, on peut l'appeler ainsi parce que c'en était une. Il faut savoir que l'usine EIF se trouve à peu près 150 mètres d'ici et que par rapport à ce que vous a expliqué Madame Taillat, en termes de polluants, il y a, on va dire, une situation encore plus problématique parce qu'il s'agit d'un site industriel qui a été exploité pendant à peu près 2 siècles avec un laisser-aller par rapport à tous ces agents chlorés qui, il faut le dire, ne perdent pas en dangerosité pendant les cours des années et qui sont à ce jour enfuis dans les sols. Donc, par rapport à la situation générale des murs à pêche, c'est vrai que EIF représente un cas particulier qui est, lui, effectivement particulier par rapport au mur à pêche, mais il n'est absolument pas singulier ou exclusif puisqu'il y a énormément de sites industriels pollués en milieu urbain. Donc toute la problématique réside dans les faits que nous sommes montés en 2019, on a constitué notre association puisque nous avons remarqué que les dépollutions n'étaient pas forcément régies par un cadre légal qui allait satisfaire les préoccupations en termes de protection de la santé des riverains, donc quand il s'agit du milieu urbain, mais aussi de la protection de l'environnement. À savoir que EIF est situé légèrement en hauteur par rapport aux 30 hectares des murs à pêche et que donc toute dépollution malmenée pouvait engendrer effectivement un risque très important. Les agents polluants étant des agents cancérigènes, donc on parle de benzène et trichloroéthylène à peu près en quantité de 25 tonnes, pouvaient effectivement se répandre dans toute la zone environnante EIF. Donc, je résume parce qu'il y a eu une série de revendications, une série d'actes et actions qui ont été menées par notre association, mais pas que, pour que justement ces problématiques soient portées à l'attention du public, des habitants, mais aussi de toutes personnes qui sont concernées par la préservation des murs à pêche. Et au fur et à mesure des mois et voire des années, nous avons réussi à obtenir l'écoute de la municipalité qui aujourd'hui accompagne le processus de dépollution de façon plus démocratique, si on peut dire ça comme ça. On a réussi à obtenir également l'intervention d'un institut qui s'appelle Institut Éco-Citoyen, qui joue les rôles d'intermédiaire. Donc, c'est un institut externe qui peut faire ce qu'on appelle une vulgarisation des résultats d'analyse, ce qui est très important parce que ça permet justement encore plus aux personnes de comprendre ce qui se passe et effectivement prendre les devants en cas de problème, parce que les dépollutions ne sont jamais totalement sans problème, voilà. Et puis, dans les années, ce qu'on a réussi aussi à obtenir, c'est d'étaler l'étendue des prélèvements et la typologie des prélèvements. Alors je vous résume parce que j'ai entre mes mains notre cahier des bornes, donc pour toute personne qui est intéressée à voir un petit peu comment ces revendications se sont faites, je vous laisse consulter celui-là, il y a beaucoup de détails là-dedans, mais en tout cas il faut savoir qu'au départ les dépollueurs, les sociétés qui s'occupent des dépollutions, elles nous envisageaient
n'envisageait pas du tout de faire des prélèvements à l'extérieur de la zone du périmètre à dépolluer, c'est-à-dire le périmètre de EIF. Et donc la question se posait, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la rue? À savoir que les habitations, elles ont une distance de la zone polluée qui n'est pas supérieure à certains endroits à l'intérieur de la zone dépolluée. Donc voilà. Ça a été vraiment quelque chose qui a demandé énormément d'efforts et d'énergie de la part de notre association et toutes les personnes qui nous ont soutenus pour que plusieurs prélèvements soient menés aussi bien à l'extérieur de la zone à dépolluer que dans les habitations. Donc c'est le cas maintenant. On reçoit assez régulièrement les résultats qui sont donc traduits par l'Institut Éco-Citoyen qui propose aussi des réunions. Alors ça peut être des réunions publiques mais aussi des réunions en vidéoconférence, on peut poser des questions, donc tout ça c'est très intéressant pour nous. Et en dernier, cet été, il s'est posé la question de la qualité de l'eau au sein des habitations qui sont en face, juste à côté de EIF, parce que les réseaux de canalisation passent sur la zone, en dessous de la zone à dépolluer. Donc voilà, il y a eu un nouvelle lancée de tests au niveau de l'eau potable. Et voilà, tout ça pour dire que on a appelé la dépollution de EIF une dépollution à suivre parce que c'est tout juste le début. Voilà. On espère que tout se passe comme il le faut, mais bien sûr la surveillance est nécessaire. Et aussi, à l'issue de celle-ci, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de cet espace, qu'est-ce que cet espace pourra encore offrir à la population. Et actuellement, on réfléchit beaucoup à 2 parcelles qui sont juste à côté d'EIF qui ne sont pas bâties. Il faut savoir qu'il y a un appétit immobilier, j'apprends ça à personne, à Montreuil et toute la petite couronne pour que tout soit absolument bétonné. Alors ce n'est pas le souhait de tout le monde, voire la majorité de personnes aimeraient bien qu'il y ait encore des espaces libres d'accès, libres d'utilisation. Et donc ces 2 parcelles voilà, ne sont pas particulièrement concernées par la dépollution d'EIF, mais voilà, de notre côté, on aimerait bien aussi que ça reste non bâti. Et avec ça, j'ai terminé. Et puis voilà, je vous laisse faire passer entre vous un petit résumé de voilà, ce que nous faisons actuellement. Merci. Merci. Je peux quand même te poser une question de précision. Du coup, par rapport au plan, enfin aux méthodes de dépollution qui étaient envisagées au départ, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est complètement, est-ce que les cartes ont été complètement rebâties? Est-ce qu'on a déjà une idée de si des choses vont être conservées? Pas du tout. Tu as dit que c'était une dépollution à suivre, donc c'est que c'est pas encore complètement décidé. Mais est-ce qu'il y a déjà des techniques ou des choses dont on sait que ça va pas être la direction qui sera suivie? Alors, là, si vous voulez, notre rôle, c'est vraiment un rôle partisan. Donc, nous ne sommes pas les dépollueurs. Donc, moi, je vais vous donner notre point de vue partisan. Effectivement, il y a eu énormément d'acquis parce qu'on est parti d'un projet de démolition, voilà, qui a été stoppé par une occupation illégale qui s'est faite en 2020, qui a occupé l'usine d'EIF pour justement empêcher que cette démolition se fasse. Alors, tout le monde, bien sûr, a son avis sur les occupations illégales parce que c'est politique, c'est idéologique, etc. Mais il en reste que les résultats, c'était que EIF ne soit pas démoli. Voilà. Et qu'en même temps, on puisse avoir le temps de remettre en discussion le processus de dépollution qui, aujourd'hui, propose une nouvelle technique qu'on peut appeler entre guillemets douce par rapport à ce qui implique une démolition et une excavation. Donc c'est une technique qui s'appelle du venting. Alors je vous la résume avec des mots très simples parce que peut-être les experts à côté de moi vous préciseront mieux. En tout cas, il s'agit d'injecter dans les sols des gaz qui font remonter les agents chlorés, donc ce benzène et trichloréthylène, dans des filtres à charbon qui fonctionnent justement des filtres et qui ensuite font ressortir un air propre. Donc pour revenir à la question, les dépollueurs qui nous a aussi présenté cette technique pendant une réunion publique nous a d'emblée annoncé que dans le meilleur des cas, il pourra traiter les 80% de la dépollution. C'est la meilleure des hypothèses. Donc effectivement à suivre encore une fois parce que voilà, on ne sait pas si à la fin, est-ce qu'il faudra recourir à une excavation, tout ça c'est... voilà. Ce sera quelque chose qu'on découvrira ensemble. Merci. Puisqu'on parle de technique de dépollution, je me tourne vers
toi Thomas, donc toi tu es enseignant-chercheur en écologie microbienne des sols, donc pas chimiste, etc. Tu as une approche particulière de la dépollution et tu travailles depuis plusieurs années sur des méthodes de remédiation de sols dégradés ou contaminés. Donc c'est pas seulement la question des contaminations qui t'intéresse, c'est aussi la dégradation plus générale des sols, et notamment sur des techniques de construction de substrats fertiles qui peuvent s'apparenter peut-être à des techniques de permaculture sous certains abords. Je sais pas. Donc est-ce que tu veux bien décrire un petit peu ces techniques, l'histoire de comment toi t'en es venu à travailler là-dessus et en quoi elles peuvent être un outil appropriable peut-être aussi pour des projets citoyens de jardinage ou d'agriculture urbaine et périurbaine. Si, bonjour à tous. Effectivement, la question des pollutions, notamment en milieu urbain, elle est assez complexe. Parce que déjà, il y a différents types de pollution. Je pense qu'on en a évoqué peut-être deux ici. C'est des polluants organiques qui sont potentiellement biodégradables. C'est pour ça qu'on proposait une technique, si vous m'entendez bien, une technique de venting qui, d'après ce que je comprends, est plutôt liée et basée sur la capacité des micro-organismes à dégrader ces substrats en fait. Donc on va utiliser les micro-organismes qui sont déjà présents dans le sol et on va favoriser l'activité de dégradation de ces micro-organismes en injectant des gaz. Je pense que c'est quelque chose qui se rapporte un peu à ça. Dans la plupart des cas, il s'agit quand même de pollution liée à des éléments traces métalliques. Je pense que c'est peut-être plus de ça dont on parlait tout à l'heure. Hein. Donc, alors déjà, ça veut dire qu'il y a une diversité de polluants. Dans le cas des polluants métalliques, malheureusement, on ne peut pas les dégrader. Donc, ils sont dans le sol, ils y resteront, à moins de trouver des techniques d'extraction, soit excavation des sols, ça c'est dans le pire des cas. Mais comme tous les sols urbains sont contaminés aux polluants métalliques, on imagine mal une excavation globale, c'est compliqué. Et on évoque souvent les techniques basées sur la phytorémédiation. Mais là aussi c'est compliqué puisque ça demande plusieurs dizaines voire centaines d'années pour être effectif. Donc ça c'est des techniques qui sont proposées à l'heure actuelle vraiment pour dépolluer. Dans notre laboratoire, on est parti sur une autre approche, effectivement, et c'était pas le but initial, en fait. L'idée qu'on avait, c'était de manière globale d'essayer de récupérer des déchets des chantiers du bâtiment, des terres excavées, pour reconstruire des sols. C'était pas forcément lié au problème de pollution, en fait. C'était tout simplement lié au fait qu'on importe dans les villes énormément de terres dites végétales, qu'on est en train d'appauvrir le milieu agricole. Bon, c'est tout le problème de l'artificialisation des sols. Et une alternative qu'on peut proposer, c'est récupérer des matériaux minéraux et organiques. Organique, le compost, qu'on mélange avec des déchets minéraux issus des déchets du bâtiment essentiellement, pour recréer des sols pour les villes. Il ne s'agit pas de les exporter de nouveau dans les campagnes. Et puis, on s'est posé la question justement de savoir si ça ne pouvait pas justement être utile pour finalement produire, pouvoir continuer à cultiver des plantes potagères sur des sols pollués. Simplement en ajoutant une couche ou un horizon de sol, on pourrait dire. Et c'est ce qu'on teste depuis déjà 3 ans maintenant avec un projet financé par l'ADEME qui s'appelle le projet HIPOP. Et effectivement, on peut imaginer que ça pourrait être une alternative pour non pas dépolluer les sols, ces pollutions elles sont là, la plupart du temps elles vont y rester, surtout pour les éléments traces métalliques. L'idée c'est plutôt de faire avec et de faire au moins coûteux, au moins cher et au plus raisonnable sur le plan environnemental, c'est-à-dire récupérer des déchets qui n'ont aucune valeur, les étaler tout simplement, les mélanger avec du compost sur une épaisseur qui est encore à définir pour pouvoir faire pousser des plantes sans pour autant utiliser les grands moyens, c'est-à-dire que quand on fait une étude de la qualité des sols et des risques sanitaires, bien souvent on recommande quoi d'excaver, de mettre un géotextile, donc là aussi c'est souvent du plastique, c'est pas génial non plus, et puis de rajouter de la terre végétale. L'idée ici, c'est de mettre tout simplement ce mélange de déchets mélangés avec du compost et de faire pousser évidemment ces plantes si ça marche. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de tester en ce moment.
voilà, c'est à l'étude actuellement. Je ne pourrais pas dire que c'est la solution, mais voilà, ça pourrait faire partie de l'éventail des alternatives pour au moins pouvoir directement et dans l'immédiat finalement profiter de ces sols qui sont dégradés. Ça pourrait s'appliquer par exemple aux friches ou aux parcelles dont on parle tout à l'heure. Merci. Et du coup, il y a déjà des résultats de ces expérimentations. Enfin, on peut déjà se prononcer ou pas? Alors on peut se prononcer avec toutes les précautions qu'on a dans le milieu scientifique. L'étude qu'on a faite, l'intérêt majeur, je dirais, c'est qu'elle a été réalisée sur 4 sites différents de Seine-Saint-Denis. Donc il y a l'île Saint-Denis, qui était un site qui avait déjà été plus ou moins dépollué, justement pollué par des polluants organiques. Mais il restait des traces justement de polluants métalliques. Ici, sur le sens de l'humus, on a un site aussi expérimental. Il y en a un à Bondy et un à Bobigny. Donc c'est différents cas de figure, mais à chaque fois contaminés par du cadmium, du mercure, du zinc, du cuivre, du plomb. Ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à faire pousser des plantes. Alors ça ne pousse pas forcément mieux que le sol en place, mais ça ne pousse pas moins bien. Donc déjà c'est déjà ça. On a simplement apporté 25 cm, donc ça ne paraît pas beaucoup non plus, donc ça on pourrait imaginer en mettre plus. 25 cm de substrat, essentiellement composé par du compost de déchets verts et des terres excavées, donc du bâtiment. On obtient quand même une réduction de la contamination des plantes. Notamment celles qui sont généralement les plus accumulatrices, donc les plantes aromatiques et puis les légumes racines ou tubercules. Donc c'est plutôt encourageant, mais évidemment c'est à tester sur des surfaces beaucoup plus importantes. Merci. Donc Thomas faisait écho, je me tourne vers toi Pascal, c'est cette terre végétale en fait qui est de la terre agricole qui est prise des champs quand on artificialise ces champs, si je comprends bien, quand on construit un lotissement, un aménagement, on récupère ces terres, on l'amène en ville pour isoler ces pollutions. Sur une municipalité comme Montreuil, ça représente quoi? Est-ce que vous en portez beaucoup? Et puis ça vient d'où? C'est de quelle qualité? Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments un peu là-dessus? Et est-ce que vous réfléchissez à des alternatives par rapport à ça? Eh bien, à Montreuil, on en fait venir les projets que je suis, zéro. Zéro parce que, justement, comme disait Thomas, on considère, notre hypothèse de départ, c'est qu'on accompagne les projets, soit les projets existants, soit les projets à venir, pour qu'ils puissent se réaliser sur nos sols contaminés. Et lorsqu'on a ce contexte de départ, on se dit, on quantifie, on évalue, on quantifie les polluants, on les identifie, alors éléments transmétalliques, polluants organiques, on évalue le risque de travailler cette terre. Avec différentes manières de la travailler en tant que jardinier presque professionnel 5 jours par semaine, 8 heures par jour, ou bien de manière plus épisodique quelques jours dans la semaine et à raison d'1 heure à chaque fois. Donc on évalue le risque et en fonction de ça on a mesuré le risque et on propose avec nos AMO, nos aides à la maîtrise d'ouvrage, on propose des solutions de s'y adapter. Et jamais la solution, c'est excavation et recouvrement. Jamais. On leur a imposé ça dans le deal de départ. Aidez-nous à trouver des solutions qui soient respectueuses de l'environnement. Et donc, ces 2 dernières années, on a proposé sur les micro-fermes que l'on suit, il y en a 3, on a proposé des mesures de gestion simples, intermédiaires, avant de pouvoir mettre en place des expérimentations un peu plus lourdes, comme celle que décrivait Thomas. On a envie de se lancer là-dedans. De consacrer
une parcelle à tester des technosols fertiles, la fertilité de technosols. Donc c'est la technique que tu présentes. Voilà. Sinon, on a sur certaines parcelles qui, par exemple, accueillaient de jeunes enfants régulièrement, on a proposé des choses comme un recouvrement par du plâtelage bois, un aménagement des heures de fréquentation, de la sanctuarisation, parce qu'il en faut aussi, parce que les concentrations sont telles que les mailles, on sous-maille les parcelles, donc certaines zones sont très contaminées, et donc on choisit de les sanctuariser et d'y interdire, c'est un grand mot, interdire, mais de demander aux associations de ne pas y accueillir de public autant que possible. Voilà. On veut aussi tenter une expérimentation pour l'année suivante, l'année qui suit, une expérimentation de phytoremédiation. Ça, on va essayer de la travailler avec AgroParisTech et d'autres partenaires, d'autres laboratoires de recherche. Je sais que l'Université de Lorraine et le laboratoire Sol et Environnement travaillent dessus. On voudrait essayer de faire ça. Mais ça, c'est encore une fois à l'échelle de l'expérimentation et donc pas sur un déploiement sur l'ensemble des murs à pêche. Donc ça sera long. Je crois que les associations nous ont bien compris et on travaille avec elles, j'allais dire, en co-construction des solutions. À chaque fois, on recherche ce qui convient le mieux en fonction de leur projet, en fonction du public qu'elles accueillent. Et voilà. Sur le premier sujet, enfin sur l'autre sujet EIF, je voulais juste préciser sur la méthode de dépôle. C'est un venting pas actif, c'est un venting passif, c'est-à-dire qu'on n'injecte rien, on crée une dépression et les gaz sont recueillis, traités, filtrés. En fait. Donc il n'y a pas de micro-organismes dans la méthode de dépôle. Voilà. Merci. Donc on a pris un peu plus de la moitié du temps là dans ce premier petit tour entre nos invités. Donc je vous propose qu'on ouvre aux questions en fait. Si vous avez des questions, des remarques, vous voulez rebondir sur quelque chose, des précisions, on peut vous passer le micro et on peut continuer comme ça. Sinon j'ai d'autres questions aussi. Par exemple, Thomas, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur les voies d'exposition? On l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais finalement, c'est pas la première voie d'exposition, de contamination, c'est pas forcément le fait de manger des légumes qu'on a cultivés. Tu peux nous donner un peu plus de précision sur comment on se contamine en fait quand on est en contact avec un sol pollué? Oui, en fait, je pense même que la seule législation qui existe vraiment, c'est par rapport au risque vis-à-vis des enfants. Et donc le risque d'inhalation et puis le risque simplement d'ingérer de la terre contaminée. Après, c'est un peu plus compliqué quand on regarde, par exemple, les niveaux de la législation par rapport aux légumes. Il me semble qu'au niveau européen, ça concerne uniquement le mercure et le cadmium. Il y a peut-être un ou deux métaux traces en plus. Et le plomb, oui. Et le plomb. Mais en ce qui concerne le zinc, le cuivre, le cobalt, l'arsenic, etc. Voilà. Donc en fait, la première source, la première possibilité vraiment d'intoxication aiguë, elle est liée vraiment à l'ingestion de sol. Donc ça concerne vraiment les enfants. Après, finalement, c'est par rapport à ce qui est consommé. Encore une fois, y a des petits calculs à faire. On sait qu'effectivement, les plantes aromatiques, par exemple, sont les plus accumulatrices de métaux traces. Mais voilà, on n'en mange pas non plus autant que des courgettes, des tomates ou des aubergines. Donc voilà, parfois, il faut aussi relativiser le risque. Il y a des spécialistes qui travaillent aussi là-dessus, sur... non pas la contamination des légumes, mais sur l'assimilation des métaux traces lorsqu'on ingère ces légumes. Et là, il y a aussi un filtre aussi, parce que la barrière intestinale joue aussi un rôle. Donc voilà. Après, effectivement, quand il s'agit de polluants organiques qui sont fortement volatiles,
le risque est surtout lié à, voilà, à la respiration de ces molécules. Voilà. Par rapport aux autres pays d'Europe et du monde, on en est où, nous, sur cette avancée de la dépollution des sols? Donc par rapport à d'autres pays européens dans le monde, est-ce qu'on est plutôt... On en est où, en retard, en avance? Est-ce que quelqu'un a des éléments de réponse? Je n'ai pas vraiment d'informations sur les autres pays et justement c'est problématique parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est vraiment diffusé, ce manque de sensibilité, ce manque de cadrage légal par rapport aux dépollutions et aussi le fait d'être conscient qu'il y a eu un laisser-aller sur les plans écologiques qui dure toujours en fait, parce que on peut bien sûr se mobiliser pour une dépollution de l'IF, mais enfin il y a encore des centaines et des centaines d'usines qui polluent partout. Donc non, il n'y a pas forcément des situations meilleures ailleurs. Voilà, hein, ça reste, je vais dire, quelque chose qui est intrinsèque à la façon dont on crée les industries, dont on produit ce que nous consommons, etc. Alors les avancées peuvent être de plein de genres différentes. Et nous, en termes d'association, on a essayé d'aller voir d'autres institutions en Europe pour voir s'il y avait un espèce de barème qui pouvait indiquer quand est-ce que ça devient vraiment dangereux. Et ben, on n'en a pas trouvé en fait. Donc ça explique aussi la raison pour laquelle voilà, l'action polluante des usines, elle est toujours là en fait. C'est vrai que tout à l'heure, tu expliquais donc l'origine de la préoccupation de la mairie pour les questions de pollution de sol. Et donc, si j'ai bien compris, c'est parce que vous avez été saisi par une demande citoyenne que vous avez documenté la question, etc. Donc, on peut se dire, si les citoyens à un moment se bougent pas, se mobilisent pas pour essayer de faire bouger les choses, on peut rester dans le brouillard. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Les associations, dans leur pratique quotidienne, alors, je distingue ce que l'on fait pour l'accompagnement de l'agriculture urbaine, de toutes les initiatives d'agriculture urbaine, de la problématique reconversion de friches. Je les distingue parce que dans le premier cas, la ville maîtrise le foncier, c'est sur des propriétés de la ville que les associations peuvent faire leurs activités. Dans le cas des friches en réhabilitation, notamment EIF, la maîtrise du foncier, elle est publique. Là, en l'occurrence, c'est l'établissement public foncier d'Île-de-France, mais c'est pas la ville. Donc, même si la ville était partie prenante du projet initial qui a depuis été abandonné. Mais, dans les deux cas, en effet, les associations ont eu un rôle dans le cas de l'agriculture urbaine, de questionnement, préoccupation, à laquelle la ville a répondu avec les moyens de l'ADRIAF. Donc c'était la compétence. Et puis dans le second cas, les associations ont joué le rôle d'alerte aussi, d'alerte, d'aiguillon pour parvenir à une méthodologie, j'allais dire, vertueuse pour que la réhabilitation du site se fasse en tenant compte, comme l'expliquait Madame tout à l'heure, en tenant compte de son environnement. Ce qui n'est pas le cas. La réglementation oblige les entreprises de dépollution et, enfin en tout cas les maîtrises d'ouvrage, ne les oblige qu'à surveiller au suivi environnemental de leur site, intramuros. Là, le questionnement était sur, comme c'est des volatiles, les composés organiques, c'est des COHV, les trichloroéthylène, les tétrachloroéthylène. Le risque
la possibilité que ça se diffuse en dehors du site était non négligeable. Et donc, d'où l'inquiétude. Et il a fallu rechercher une méthodologie qui permettrait de faire un suivi hors site en même temps que la dépollution avait lieu dans le site. Et là, les associations nous ont aiguillonnés pour qu'on mette ça en place. Ça a été réfléchi avec elles, sous leur impulsion en effet, et on a trouvé, je pense, une manière d'accompagner ces chantiers de réhabilitation plutôt vertueuse. C'est une méthode qui sera répliquée à chaque fois qu'on aura un suivi de réhabilitation de friches, de sites à réhabiliter. Ça ne répond pas exactement à la question de ce qui se fait à l'étranger, mais peut-être qu'il y a des personnes ici qui peuvent réagir à ça, qui savent ce qui se passe en Belgique, en Suisse, en Angleterre. En tout cas, les échanges et les concertations qui peuvent avoir lieu entre les différents pays par rapport aux solutions qu'on peut apporter sur ce sujet-là. Oui, vous avez une question? Je pose une question sur le... Vous avez parlé d'autres solutions de dépollution par phyto-remédiation. Remédiation, voilà. Comment ça fonctionne en fait, ces modes de dépollution? Donc vous voulez en savoir plus sur la phytoremédiation? Oui, compléter ta question en disant, et ces plantes dont tu vas nous parler, qu'est-ce qu'on en fait? Et l'entreprise, la chercheuse qui a trouvé comment retirer les ions, parce que c'était sur cette question-là, où est-ce qu'on en est? Voilà. Pour compléter sa question. Donc la phytoremédiation, comment est-ce que ça marche? Les plantes, une fois qu'on les a coupées, puisqu'elles extraient du sol, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et la dernière question, c'était sur l'état des connaissances par rapport l'extraction de ces plantes, parce que les plantes, elles nous encombrent. Ouais. Pas les mettre ailleurs. Oui, donc qu'est-ce qu'on en fait en fait? Une fois qu'on a sorti la pollution des sols, et quoi? Thomas? En fait, les plantes, c'est pas imperméable effectivement aux différents éléments qu'elles vont trouver dans les sols. Et il y a certaines similitudes entre certains polluants et certains nutriments. Et donc c'est pour ça que certaines plantes vont tout simplement ne pas forcément filtrer entre guillemets l'absorption de ces métaux traces en fait, et vont se contaminer de manière variable selon les types de plantes, selon les types de sols, en plomb, en cadmium, etc. Donc ça c'est quelque chose qui a été observé il y a déjà pas mal d'années, notamment beaucoup de chercheurs à Nancy ont travaillé là-dessus. Et ils ont sélectionné certaines plantes qui pouvaient justement avoir ces capacités qu'on appelle phytoextractrices pour les accumuler, ces métaux, les sortir du sol, entre guillemets, les récolter, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Généralement, quand il y a un intérêt, ça peut arriver, on les incinère et on récupère les métaux traces qu'il y a dedans. En fait, c'est comme ça que ça avait été un peu vendu à une certaine époque. On se rend compte que finalement, pour que ce soit rentable, parce que ça demande de l'énergie, tout ça, pour que ce soit rentable, il faut que les métaux traces soient disponibles dans le sol. Donc ça dépend du pH du sol. Il faut que ces métaux soient mobiles et accessibles par la plante. Et donc c'est pas forcément le cas justement dans le bassin parisien. On a des sols très calcaires et avec des pH assez élevés. Par contre, dans certains endroits comme en Nouvelle-Calédonie ou en Chine, on a des sols très pollués, par exemple au nickel. Ça fait partie des seuls exemples que j'ai en tête, où ça devient rentable de faire ce qu'ils appellent même du phytomining, c'est-à-dire carrément extraire ces polluants, notamment le nickel, et le nickel a une certaine valeur aussi sur le marché, et ça vaut le coup dans ces cas-là d'incinérer, récupérer les cendres, et ensuite purifier ces cendres pour récupérer le nickel et en faire un minerai. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on en fait effectivement? Si c'est juste pour dépolluer, il faut récupérer ces cendres et puis peut-être les confiner, en faire autre chose. Mais ça me fait penser justement que quand on utilise des plantes qui ne sont pas forcément basées sur le principe de phytoextraction, n'importe quel type de plante qui
pousse sur un sol pollué et qui va se contaminer. Il faut faire attention parce que nous on s'est rendu compte que la plupart des composts de déchets verts qu'on utilise en milieu urbain sont tous contaminés, voire très contaminés, voire très contaminés, en zinc, en cuivre notamment. Et donc on participe justement de l'accumulation de ces métaux traces dans les sols. Si on récupère ces métaux dans les composts et que de nouveau on les épand dans le sol, on va fertiliser le sol, mais on va continuer à contaminer les sols. Il y a un sujet aussi sur les composts, parce que justement, là on n'incínère pas, on récupère, on a l'impression de faire les choses comme il faut, mais on peut participer à cette amplification de la pollution. Je vous ai vu juste une petite question sur EIF, c'est quelque chose qui est envisagé, la phytoextraction, qui peut avoir une place quelque part. Vous avez réfléchi à la question? Nous, disons qu'on a été pris un petit peu dans cette contrainte de temps. On a essayé par tous les moyens de gagner du temps pour réfléchir à de nouvelles méthodes, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a une pression immobilière extrêmement forte qui concerne la petite couronne, et du coup, il fallait absolument qu'on arrive un petit peu à sanctuariser le EIF et les territoires à proximité. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une question par rapport à ces deux parcelles qui sont limitrophes, qui sont à l'état d'abandon. Pourquoi pas essayer de lancer encore une nouvelle technique en tenant compte du fait que ce sera probablement beaucoup plus long, si je comprends bien. Et voilà, et à sortir un petit peu dans cette logique d'urgence pour expérimenter, pour prendre le temps de l'expérimentation qui est probablement nécessaire pour découvrir de nouvelles méthodes. Et c'est vrai que ces temps-là, comme on dit, le temps c'est de l'argent, et du coup, c'est quelque chose qui nous manque, on va dire. Ouais. Et effectivement, ça peut faire partie de nos futures demandes. Juste par rapport à ça, dans le cas des polluants organiques, donc trichloroéthylène, benzène, ou ça peut être le cas aussi des dioxines, des hydrocarbures, HAP et autres, c'est très varié. La phytorémédiation est peut-être moins intéressante, puisque là la barrière, on va dire, biologique au niveau des racines fait que la plupart des plantes n'absorbent pas ces polluants. Donc quand ces plantes sont contaminées, c'est plutôt parce qu'il y a des retombées atmosphériques. C'est le cas beaucoup des dioxines. Par contre, les plantes peuvent stimuler l'activité biologique dans le sol et stimuler notamment les bactéries, puisqu'elles travaillent tout ensemble, plantes et bactéries. Et ça peut accélérer les processus de dégradation de ces polluants. Donc ça peut être quand même intéressant aussi. Mais il faut avoir du temps. Donc c'est toujours le même problème. J'avais deux questions pour vous, si vous savez me répondre, Pascal. Quelle est la source de la pollution métaux lourds à Montreuil et pourquoi autant? Et deuxième question, vous parliez tout à l'heure de compost contaminé. Ça veut dire que c'est un compost qui provient d'un terrain déjà contaminé. On ne peut pas faire un suivi de ce compost. Et une troisième question annexe, le compost que je fais à la maison avec mes propres épluchures, il a aussi un risque d'être contaminé ou pas? Vu qu'il y a des tubercules aussi dedans. Voilà, on en est de ça. Merci. Alors la contamination des plantes, notamment dans les composts, en fait elle provient du fait que simplement les composts de déchets verts, ils sont faits à partir des pelouses, des tontes des pelouses, de la taille des végétaux, tous ces végétaux qui ont poussé en milieu urbain. Et tous les sols urbains sont contaminés, on peut le dire. On a fait une étude il y a quelques années à l'échelle régionale sur toute l'île de France, et il n'y avait pas un seul parc, pelouse ou autre, qui n'était pas contaminé, y compris Parc Monceau, Luxembourg ou autres. Il ne s'agit pas seulement des sites périurbains qui ont connu un passif industriel. Donc du coup, toutes les plantes qui sont récoltées et qui sont utilisées dans les composts vont garder leur pollution, y compris pendant le processus de compostage. Et comme le compostage, ça concentre, on va dire, les éléments, puisqu'on a une perte en CO2, on va concentrer ces éléments qui sont toujours pas dégradés et dégradables.
Donc ça c'est un problème. Après, voilà, s'il s'agit de légumes qui ont été cultivés sur des sols sains, normalement il n'y a pas de problème. Si je prends du BRF du parc Montreux qui vient des territoires pollués, ça veut dire que je pollue mon compost. Potentiellement, oui. Après, toute la question, c'est aussi de savoir, toujours pareil, si c'est pas parce qu'on a un sol contaminé qu'on va polluer nos légumes. On a la chance, entre guillemets, en région parisienne, d'avoir un sol calcaire, généralement, en tout cas des pH assez élevés. Et ça fait que les métaux traces ne sont pas mobiles, très peu mobiles. Donc ça va freiner l'absorption par les plantes, et si les plantes n'ont pas accès à ces polluants, ils seront moins contaminés. Donc ça mitige un peu ces contaminations. Après, sur la source des pollutions, typiquement à Montreuil, peut-être que Pascal saura mieux. Alors la source des pollutions ici sur la zone des murs à pêche, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est l'apport pour fertilisants des gadous de Paris. À l'époque où Paris n'avait pas de réseau des gadous de Paris. À l'époque où la ville de Paris n'avait pas de réseau d'assainissement, où elle devait néanmoins évacuer ses déchets dans la rue. Et concomitamment, la petite couronne maraîchère avait besoin de fertilisants. La rencontre des offres et des besoins a fait que les uns ont apporté ce dont les autres avaient besoin. Et voilà comment les murs à pêche et d'autres secteurs, comme il y a aussi sur le secteur à Versailles, le potager du roi, des analyses des sols qui sont effectuées. Voilà comment on s'est retrouvé avec des éléments de traces métalliques en quantité assez importante dans le secteur des murs à pêche, parce qu'on ramassait, en même temps qu'on ramassait le crottin de cheval par exemple, toutes les eaux d'évacuation des petits artisans qui utilisaient le plomb, du cadmium, du zinc et d'autres métaux. Voilà. Moi j'ai une question peut-être pour Thomas. Est-ce qu'on a déjà essayé de comparer les taux de contaminants retrouvés dans des légumes qui peuvent être produits dans des potagers urbains comme ici, avec ceux du commerce, de la grande distribution? C'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment rien qu'on a dans la grande distribution? Est-ce que finalement on retrouve des choses très différentes ou pas? Alors ça, c'était justement la perspective, ou plutôt la conclusion du rapport de master de notre étudiante cette année sur le projet hip-hop. C'est qu'en fait on n'a pas tellement de références, et quand on a un programme de recherche où on vise à regarder les pollutions dans les légumes qu'on va faire pousser dans une expérience comme celle qui a lieu aussi à Montreuil, on regarde les métaux, on les trouve. Mais effectivement, si on ne regarde pas dans les légumes du commerce, on ne risque pas de les trouver. Et c'est comme les pollutions dans les sols, tant qu'on n'a pas regardé, on ne les a pas vues, mais généralement elles y sont. Donc non, il y a un effort à faire là-dessus, sur l'observation à grande échelle des pollutions dans les plantes, y compris qui ont poussé dans des conditions plus conventionnelles entre guillemets. Mais effectivement, on trouve des métaux traces dans les fertilisants, et donc potentiellement, on est aussi exposé par d'autres biais. Je sors de ma neutralité de caméraman, mais oui, moi je fais partie de l'association aussi que Reste Ensemble, et juste on entend le mot dépolluer depuis tout à l'heure, là j'en parle un peu plus aux spécialistes. Est-ce que c'est pas une exagération, dans le sens, est-ce qu'on arrive vraiment à dépolluer un site, c'est-à-dire le rendre, qu'est-ce que ça veut dire en fait dépolluer, ou est-ce que si dépolluer ça veut dire déplacer la pollution, finalement la pollution ne disparaît pas? Est-ce qu'on ne devrait pas dire finalement simplement atténuer l'impact de la pollution sur un site, parce que finalement les sites dépollués continuent de l'être,
Et c'est vrai que ce qui se passe au mur à pêche, c'est très intéressant parce que c'est déjà un espace sanctuarisé avant la problématique de la question de la pollution des sols. Mais c'est vrai que les programmes de dépollution, en général, ceux qui sont liés à des friches, sont toujours faits dans le cadre de projets immobiliers. Donc la question économique est en fait centrale et c'est toujours en fait le projet économique qui va guider le seuil de dépollution qu'on vise. Et jamais l'inverse, c'est-à-dire on part jamais de l'état réel du terrain, quitte à se dire parfois, peut-être que les sites pollués, il faut les laisser tranquilles, en faire des sanctuaires, des friches, et au lieu d'en faire des lieux pour construire à nouveau, en faire des lieux pour en faire des parcs, c'est-à-dire adapter l'usage à la réalité du terrain, parce que voilà, peut-être que vouloir dépolluer, parfois, c'est pas toujours la bonne solution. En tout cas, il y a des cas, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Voilà. Donc, c'était pas vraiment une question, mais une remarque peut-être sur laquelle vous pouvez abonder, je ne sais pas. Donc adapter le sol à l'usage ou l'inverse. Oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Et est-ce qu'on dépollue vraiment un site finalement? Oui, et puis ça aussi, c'est finalement dépolluer. On sait que des éléments traces, il y en a même dans des sols qui n'ont jamais été touchés par des activités humaines. Donc finalement, pollution, c'est une question de degré, de seuil, d'accord à l'usage. Après, peut-être que... Non, je suis tout à fait d'accord. En fait, il faut leur apprendre à vivre avec parce que c'est juste impossible de tout dépolluer, comme je le disais, quand il s'agit d'éléments traces métalliques qui sont donc liés à des pollutions diffuses, qui touchent des millions et des millions d'hectares. Voilà, c'est dérisoire d'imaginer pouvoir dépolluer. Donc, et puis dépolluer jusqu'à quel seuil? Pourquoi? Donc ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. Effectivement, tout ce qui touche à l'agriculture ou l'agriculture urbaine, on se doit de faire un peu attention. Mais voilà, il y a des solutions qui sont à portée de main, on va dire. Donc je pense que effectivement, on peut, là, ce qu'on propose en ce moment sur le fait de simplement rehausser un peu le sol, rajouter des substrats, vérifier ce que ça donne. Est-ce qu'on arrive à atténuer ces risques, surtout ces risques de contamination? Je pense que c'est plus réaliste qu'imaginer tout dépolluer, sauf quand il s'agit vraiment de pollution aiguë, ponctuelle, très forte, comme il peut y avoir donc dans certains endroits. Donc, et surtout quand c'est des polluants qui sont très mobiles, parce que là, il s'agit de polluants volatiles. Là, il y a un risque réel, direct. Donc là, c'est un petit peu différent. Donc il faut faire un peu au cas par cas et vraiment en fonction des usages. Je pense que c'est un peu la règle qu'il faut se donner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On parle de seuil de dépollution et donc on a profité de la présence d'acteurs dépollueurs sur le site des murs à pêche. Est-ce que la ville ou les services de dépollution ont une idée du taux de dépollution à atteindre sur le site EIF, dont je suis voisin, afin d'y accueillir par exemple le nouveau projet qui est l'avenue de la Maison Pauvre? Est-ce qu'on est en termes de pourcentage? Dans quel terme de pourcentage en est-on? Parce que certains dépollueurs parlent de 80%, c'est ça, ouais. Je te laisse répondre. Alors, réponse avec beaucoup de précautions, hein, évidemment. Les diagnostics, les analyses, le plan de gestion de la pollution sur le site EIF, tel qu'il a été présenté par la maîtrise d'ouvrage, l'établissement public foncier d'Île-de-France, parlait d'un seuil de dépollution de 80%. Sans projet, sans définition précise du projet d'aménagement sur le site. C'est une dépollution, voilà, d'habitude ça se fait à l'envers, enfin, ça se fait à l'inverse. On a un projet et on définit on fait le plan de gestion, le plan de gestion et le plan de réalisation des travaux en fonction du projet qu'on a défini. Là, il n'y avait pas encore de projet bien défini. Donc le seuil a été fixé à 80%, tel qu'on peut le lire dans les documents.
voilà, pour le moment, et le projet n'est pas totalement finalisé. Et la dépollution, alors il faut savoir qu'après le niveau après le seuil atteint, il peut rester des pollutions résiduelles, et avec les pollutions résiduelles qu'il y aura, le projet tel qu'il sera, en fait le projet se définira avec toutes les mesures constructives qu'il faut pour pouvoir le rendre compatible avec l'état des sols. Voilà, le projet ne se fera pas indépendamment de la pollution qu'il y a dans le sol et indépendamment des pollutions résiduelles qu'il faudra traiter et surveiller. Parce que quand on a sur un site des pollutions résiduelles, on doit avoir un plan de suivi des pollutions résiduelles. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que j'en sais pas davantage sur le projet d'aménagement sur le site. Voilà, ça c'est en cours. Cela dit, juste un commentaire, pour les 80%, tu parles du projet d'installation de la maison forte sur le site de Liège, ou tu parles de l'ancien projet. Excuse-moi, je préfère bien comprendre. Tu parles de l'ancien projet Urbanera qui avait été le projet de la mairie en 2018. Non, je ne parle pas du projet initial Inventons la métropole du Grand Paris. Donc c'était la métropole, le projet. Je parle du plan de dépollution qui a été proposé par l'établissement public foncier pour un projet futur. Le projet futur pas encore défini. Donc pour le moment, c'est 80% de la masse de polluants qui a été quantifiée au moment des diagnostics. Donc j'ai entendu plusieurs fois les uns et les autres évoquer la question du suivi, donc ça implique de refaire des analyses régulièrement. C'est quelque chose qui est faisable pour des collectifs économiquement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire facilement, en routine? Quelles compétences ça demande pour interpréter les résultats qu'on peut recevoir? Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on peut apprendre sans vouloir atteindre un niveau de spécialiste. Et donc, il faut se dire que c'est des sujets qui peuvent être lus, étudiés, voilà. Certes, il faut avoir une certaine motivation, pas personnelle, ou alors une motivation effectivement écologique, en tout cas de protection en général. Et après, on a, nous, eu, à la fin de ces 2 années de conversations plus ou moins tendues avec la municipalité aussi, un appui de leur part en nous proposant donc les suivis de l'Institut Éco-Situation qui a justement ce rôle de vulgarisation, d'accompagnement et de réponse aussi à plein de questions qu'on peut avoir à chaque fois qu'on reçoit les résultats. Donc, il faut au moins avoir une capacité d'organisation parce qu'effectivement, c'est des matières qui sont délicates, complexes et elles ne sont pas complètement inaccessibles, quoi. D'ailleurs, ça nous concerne tous et toutes. Donc l'Institut Éco-Citoyen, c'est vrai que tu l'as évoqué plusieurs fois, c'était au départ aussi des citoyens de Fos-sur-Mer qui ont repéré des pollutions des usines qui étaient autour et qui ont essayé de monter en compétence, de comprendre les choses, se sont alliés avec... Et donc maintenant peuvent aider des collectifs qui sont sur d'autres territoires, c'est ça qui s'est passé. C'est pas juste des citoyens, hein. Ouais, c'est des professionnels quand même. Ouais. C'est un peu leur métier que de faire ça, ils sont proposés, enfin c'est la mairie qui les a invités, mais c'est eux qui nous aident à interpréter les taux, parce que de dire qu'on passe de 0,28 à 0,13, ça correspond à rien pour quelqu'un. Donc c'est eux qui nous dévulgarisent, je sais pas comment on dit, mais voilà, qui nous aident. Pascal, vous voulez faire après? Oui, juste sur le suivi. Alors là, c'est la méthode co-construite, partagée avec Reste Ensemble, mais aussi les conseils de quartier autour de l'usine. Et il y a aussi le volet, on va dire, opérationnel du suivi. On suit
3 milieux. On suit les gaz du sol, on suit l'air ambiant et on suit les eaux souterraines. Et comme on le disait tous les trois tout à l'heure, les manques dans la réglementation font qu'on est obligé de se donner les moyens d'observer ce que l'activité de dépollution sur le site pourrait impacter sur l'extérieur du site, et notamment sur les gens qui habitent en zone urbaine dense. C'est tout l'enjeu, c'est de pouvoir s'assurer que le site que l'on réhabilite et la méthode qu'on utilise pour le faire est sans impact sur les gens qui habitent autour. Et c'était le cœur des demandes de Reste Ensemble. Assurez-nous que ce site sera dépollué d'une manière qui sera sans impact sur nous et notre santé. Et donc, en gros, c'est ça qu'on a construit ensemble et que tous les mois, à peu près, on restitue avec l'Institut Éco-Citoyen en expliquant les données qu'on a obtenues, l'évolution des données sur les gaz du sol, sur les eaux souterraines, sur l'air ambiant extérieur, mais aussi sur l'air ambiant chez les riverains, parce qu'à côté de ça, on a aussi fait appel au laboratoire de la préfecture de police pour mesurer l'air dans les habitations, pour s'assurer que, en effet, il n'y aurait pas des gazages qui pourraient rentrer chez les gens. Voilà. En gros, voilà ce que c'est que le suivi. Oui, et on avait dit qu'on discuterait environ 1 heure. Là, ça fait un peu plus d'1 heure, mais on peut encore prendre quelques questions, peut-être. À moins qu'il y ait Une question technique. Je crois que le premier projet de dépollution était l'équivalent de ce qu'il y a eu à Huipélec, qui est frontalier, qui est Dromaville, mais on est impacté. Moi, je suis une voisine de Huipélec. Et comme venait témoigner une voisine très proche du site Huipélec, laissé à l'abandon avec des polluants notoires, je crois qu'à un moment donné, c'était le plus gros endroit de pollution fort du département. Dans l'impasse, qui composait une quinzaine de maisons, je suis la seule à avoir mes 2 seins. Voilà, vous avez tout compris, je vous ai résumé, disait-elle. Ça veut dire qu'il y a eu un taux de cancer et de mortalité très important qui a amené les voisins et toutes les personnes mobilisées à venir. Donc ils venaient témoigner de ça à EIF. Il y a 12 ans, 3 ans, je ne sais plus. Et donc techniquement, là j'entends que ça n'impactera pas, alors que ça a impacté très fort et très gravement, parce que mettons qu'il y a 7-8 ans, on ne savait pas faire, disait-on. Qu'est-ce qu'il y a comme changement technique entre ce qui s'est fait à Huipélec, qui a tué des gens, qui a filé le cancer, qui faisait qu'il y avait des polluants à l'intérieur des maisons. Plus on dépolluait, plus il y en avait à l'intérieur des maisons. Quelle est la différence technique de traitement? Est-ce que quelqu'un saurait l'expliquer? Et puis aussi, quelles sont les différentes techniques qui existent pour dépolluer en fait? Là-dessus, Elsa, c'est peut-être vous qui aurez des éléments. Vous, on a un peu évoqué déjà. Alors, donc, justement, EIF a été, on va dire ça comme ça, a eu la chance de venir après cette mauvaise passe de Huipélec de Romainville, où il y a eu une excavation, une démolition et une excavation. C'est ce qu'il faut éviter, parce que justement, ça peut faire bouger les sols, donc faire remonter ces agents volatiles. Et c'est ça qu'on a voulu éviter à EIF. Et donc aujourd'hui, on a cette technique du venting. Moi, je vous invite, si vraiment la technique vous intéresse, de vous déplacer tout simplement, parce qu'il y a plein de panneaux qui ont été
mis à disposition de toute personne curieuse de Serpi Veolia, qui est la société qui mène la dépollution, qui explique bien ce processus de venting, en quoi il consiste. En tout cas, il préserve le sol en tant que tel, il n'y a pas de mouvement de terre. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et ensuite, ce qui manquait aussi à Wipelec, c'était justement ce test qui pouvait être fait à l'extérieur de la zone à dépolluer. Il n'y en avait pas du tout. Ça a été fait dans un deuxième temps. Tandis que là, c'est venu avec les chantiers en fait. Voilà, donc il y a quand même une énorme différence. Et c'est pour ça qu'on essaie, nous, de déterminer une espèce de marche à suivre dans tout ce qui est dépollution en milieu urbain. Parce qu'on a l'impression que ces choses-là, il faut qu'elles deviennent systématiques, quoi. Ce qui n'était pas le cas avec Wipelec. Voilà, et puis sur les techniques alternatives, on l'a un petit peu évoqué avec que ce soit la prise en compte dans les plans d'urbanisme, les plans à l'échelle de la parcelle, des polluants pour adapter le projet en fait, ou juste laisser tomber peut-être si c'est pas approprié par rapport aux pollutions qu'il y a, puis des techniques de reconstruction de sol que Thomas a évoqué tout à l'heure. Voilà, et rien de tout ça, on le voit bien, n'est un instrument magique qui va faire disparaître les pollutions, mais c'est des choses qui vont permettre, comme le disait Thomas, de vivre avec, de s'en accommoder, tout en continuant en suivi, en sachant que ce sera toujours là. Mais il y a d'autres pistes qui commencent à émerger. Donc on a évoqué aussi la phyto-extraction remédiation, qui est une piste prometteuse, mais longue et autour de desquelles il y a encore des incertitudes. Et je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses qu'on peut évoquer. Sur les polluants organiques qui sont potentiellement biodégradables, c'est effectivement essentiellement les champignons et les bactéries dans le sol. Ah oui, champignons et bactéries. Et c'est pour ça en fait, il y a la technique de venting où simplement on va faire sortir les gaz et les capter. Et il y a la technique de bio-venting qui vise à justement stimuler les micro-organismes. Donc je pensais que c'était ça en fait au départ. Donc pour aider justement les micro-organismes déjà présents dans le sol à dégrader naturellement en fait les polluants organiques, comme ils le font naturellement pour les pesticides ou autres. Donc là il s'agit d'ajouter un peu plus d'air, d'oxygène, et les micro-organismes vont manger vont dégrader ces polluants naturellement. Et sinon pour les pollutions métalliques, c'est plutôt la phytoremédiation. Les polluants métalliques ou radioactifs, parce qu'il y en a, ça existe aussi, ça va être la même chose, on ne va pas pouvoir les dégrader. Donc là, il s'agit soit de les excaver quand vraiment les pollutions sont vraiment telles que là, c'est pas possible. Donc là, je parle plutôt de sites industriels. Ou bien quand c'est une pollution diffuse, c'est simplement d'essayer de les confiner. Et là, la technique de technosol, ça peut être intéressant. Surtout quand les sols sont encore une fois assez calcaires et que les polluants sont peu mobiles. S'ils sont peu mobiles, on peut toujours mettre des plantes phytoextractrices, jamais vont les récupérer. Donc, voilà. Ou alors, on a fait des calculs, nous, sur des friches sur un site expérimental à Villeneuve-le-Roi. On a fait des calculs basés sur les taux d'extraction qu'on pouvait obtenir avec différents types de plantes, et on arrive pour baisser de 2 fois les teneurs en cuivre ou en zinc, il faut attendre 5 ou 600 ans. Donc voilà. Il faut mettre ça dans les plans d'urbanisme, mais c'est un peu... Et à une échelle plus d'un jardin, il y a des techniques low cost, simples, en tout cas pour que chacun peut mettre en place pour essayer au moins de ne pas s'exposer, ou de moins s'exposer. Maintenir un couvert végétal, puisque... Oui, pour la question de l'exposition par la voie des poussières ou de la gestion de sol, maintenir le couvert végétal dense. Et puis pour la question de la contamination parce que l'on mange, faire de la culture hors sol, en bac, hors sol, en s'assurant qu'il y a une barrière entre le sol contaminé et le sol dans lequel les racines vont s'implanter. Donc il y a la méthode basique qu'on essaye de ne pas utiliser dans les murs à pêche, c'est le géotextile avec de la terre végétale rapportée. Et la méthode qu'on aimerait bien essayer de tester,
celle des sols reconstitués fertiles, voilà, sur lesquels Mais ça vole la terre, ça vole la bonne terre ailleurs. Partout on manque de terre, les terrains sont délavés, artificialisés, délavés, etc. Et si on importe de la bonne terre pour faire du hors-sol, on va dépouiller Pierre pour habiller Paul, quoi. Alors, oui, alors le bac hors sol, c'est limité, c'est des petits bacs. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on ne préconise pas, encore une fois, hein, je le répète, à la ville de Montreuil, on ne souhaite pas excaver et faire venir des terres d'apport saines. Ça, c'est une hypothèse au départ. Sur le projet de développement des murs à pêche, on s'est dit non, on ne veut pas de ça, on ne le fait pas. Ça a été fait au sens de l'humus. Ah bon? Excavé, recouvert d'un géotextile et cailloux, parce que ça reçoit du public, alors, et entassé dans la parcelle d'à côté, qui est aussi au sens de l'humus. Je connais. Ça a été fait il y a 2 ans. Je connais, c'est moi qui ai suivi le projet. Okay. Alors, je vous explique pourquoi on a fait ça. En fait, c'est vrai que toute la première partie, l'entrée de la parcelle du sens de l'humus au jardin Pouplier, reçoit du public à un marché régulier toutes les semaines. Les diagnostics de sol qui ont été faits et montraient des concentrations en polluants très élevées, avec un calcul de risque qui ne permettait pas, désolé c'est du jargon, que le risque soit acceptable pour les gens, et surtout les enfants, qui fréquentaient cette partie, cette entrée. Il y avait peu de solutions pour pouvoir maintenir l'activité. Parce que ça aussi, c'est la deuxième hypothèse. On n'apporte pas de terre, on essaye de mettre moins de choses qui polluent dans le sol, donc pas de géotextile, mais aussi, ce qu'on veut, c'est préserver l'activité. Les associations qui sont là et qui souhaitent continuer à travailler, on les accompagne pour qu'elles puissent le faire. Mais elles ne peuvent pas le faire de la même manière qu'elles le faisaient avant de connaître les taux de contamination. On doit donc adapter nos usages. Et donc voilà la solution qui a été trouvée pour à la fois maintenir l'accueil, c'est d'apporter, on n'a pas apporté de la terre, on a apporté du gravier. Voilà, on a excavé en effet parce qu'il y avait des questions de... Il ne fallait pas que ça puisse recouvrir les pieds des arbres qui étaient à côté, donc il a fallu enlever 5 cm de terre qu'on a temporairement, ça je l'ai expliqué au sens de l'humus, qu'on a temporairement entreposé sur une maille qui était la moins fréquentée possible. Voilà. Après, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on en fait. Soit on l'évacue. Bon, là pour le moment elle est recouverte d'une végétation, il y a les envols de poussière sont... Voilà. J'espère avoir répondu. On va peut-être prendre un dernier round de questions et puis on va bientôt clore. Moi j'avais juste une précision, Pascal. Je pense savoir, je me présente, j'habite rue Pierre de Montreuil à côté de l'EIF, donc je fais partie de Reste Ensemble et je suis concernée par toutes les pollutions du coin. L'histoire de cette terre enlevée au sens de l'humus, c'est bien le petit monticule là Non. Non, c'est pas celui-ci. Ah oui, c'est pas celui... Non. Okay. J'avais une question pour Pascal. Tu disais tout à l'heure végétaliser le sol pollué. Ma question était, ça veut dire quoi végétaliser? Mettre du gazon, mais il absorbe. C'est une plante feuille et on sait que les feuilles absorbent les polluants. Est-ce que si le gazon c'est une solution, moi je veux bien planter du gazon, le plus dense gazon possible, mais je ne suis pas sûre que ça soit la solution. Pour faire une barrière. Entre toi et le sol, une exposition et le sol contaminé. Attends, je te rends le micro, juste une seconde, j'avais une dernière question. Je suis arrivée avec du retard, je m'excuse. J'aimerais que vous vous présentiez, vous deux, je connais Pascal et Elisa évidemment, mais je ne sais pas qui vous êtes. On peut le faire en privé après. Merci.
Du coup, je me représente. Moi, je suis Germain Meulemans. Je suis chercheur en anthropologie au campus Condorcet à Aubervilliers. Et je suis attaché à un centre d'histoire des sciences et je travaille sur notamment l'histoire des sciences du sol. C'est comme ça que je travaille un petit peu sur ces questions de pollution aussi. Donc Thomas Lair, je suis enseignant-chercheur à l'université Paris-Est Créteil et je suis écologue du sol. Donc je m'intéresse à leur fertilité. Et comme je m'intéresse de plus en plus au sol urbain, forcément et fatalement, je m'intéresse aux polluants. Je te laisse compléter sur la question de pourquoi le couvert végétal. À chaque fois, on propose pour créer une barrière entre le sol contaminé et les gens qui fréquentent le site, de mettre une barrière. Alors, elle peut être artificielle, la barrière. On essaye de l'éviter dans les murs à pêche, enfin, autant qu'on peut partout dans Montreuil, mais principalement dans les murs à pêche parce qu'on veut y développer de l'agriculture urbaine. Et donc barrière artificielle ou barrière végétale. Et la barrière végétale, ce qu'on préconise, c'est oui, l'herbe, telle comme on en a là sous nos pieds là en ce moment. Alors évidemment, c'est de l'herbe, ça peut accumuler. Et en effet, les déchets de tonte nous ont montré, on a fait une expérimentation avec AgroParisTech sur je crois que c'est chez vous, hein, Thierry, où on a évalué les teneurs en polluants dans les produits de tonte et de coupe. Et en effet, c'était contaminé. C'est une vraie barrière dans ce cas. C'est une barrière dans la mesure où c'est l'envol de poussière et tu sais, le fameux porter main à bouche dont parlait Thomas tout à l'heure, notamment pour les petits, le fait d'avoir un gazon très très dense crée une barrière. Les gamins, tu sais, ils vont pas. Alors si, ils le font, mais c'est moins facile que si le sol était en terre battue. Voilà, donc merci merci à vous trois de vous être devenus un dimanche discuter de pollution des sols et présenter vos recherches, votre expérience de lutte et puis les actions de la mairie par rapport à cette thématique. Puis merci à vous pour vos questions et votre attention. Merci aux Estivales de nous avoir invités. Donc l'enregistrement sera peut-être disponible sur le site, on ne sait pas encore, comme tu as filmé, si les personnes voulaient... Très probablement mise en ligne, mais je ne peux pas vous dire quand il faut. Très probablement mise en ligne. On n'a pas de délai parce que ça va demander quand même un certain temps. Hein. Il y a ceux qui savent faire, ils ne sont pas très nombreux. Mais je crois que c'est l'idée, oui. D'accord, super. Accessible. Comme l'ensemble des conférences qui ont lieu aussi. Ok. Je ne sais pas. Donc on ne sait pas encore où et quand ce sera mis en ligne, mais ça devrait... des Estivales, voilà. C'est certain, mais le délai de le faire, quoi. C'est pas moi. Merci beaucoup.